faut comprendre vos zones de productivité et vos zones de génie et faire en sorte de réorganiser toute votre activité en fonction. Certes, on fait ce qu'on aime, mais c'est pas pour autant qu'on aime ne pas bouffer. Aujourd'hui, tu peux gagner 10 000 balles par mois sur YouTube en faisant ça. Donc, c'est pas une finalité en soi, le revenu, mais c'est juste pour vous dire, c'est un instrument d'autonomie en fait. On s'est un peu perdu de vue, il est parti vivre en Chine, il est revenu il y a même pas un an, il s'est vu, il m'a dit mec, t'es plus du tout le même homme. Quand un prestat est hyper bon, si vous avez peur de l'avoir contre vous, faites-en un associé. Et si demain, je ne gagnais plus ma vie, je ferais la même chose. À 6h, je suis à la salle, je fais l'ouverture. Oh, j'étais sûre qu'il allait nous sortir une routine de millionnaire comme ça. Ah ouais, mais je suis pas encore millionnaire. J'aimerais bien. Bah, ça ne serait. Bonjour à tous et bienvenue dans la Bulle Rhétorique, le podcast où on parle de la parole sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Caroline Mignot. Salut Caroline, comment vas-tu ? Salut Jean-Co, hyper bien. Je suis contente de te revoir et cette fois de visu. On avait fait un épisode audio ensemble et là on se retrouve dans la vraie vie, c'est toujours mieux. Ouais, effectivement, c'est trop sympa de se voir. Alors moi je t'écoute toutes les semaines, tu fais énormément de choses. Pour raconter justement un peu ce que tu fais, donc tu es experte en growth marketing et personal branding. Tu es hôte du podcast Marketing Square, premier podcast sur le marketing en France. En 2020, tu as fondé Richmaker, une plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs B2B. Si je fais des erreurs, tu me corriges après. C'est tout bon. Parfait, jusqu'ici tout va bien. En 2023, tu lances l'agence personnelle, une agence de création de formats verticaux pour les professionnels, avec lesquels tu as notamment Juliette Cadeau, Nina Ramen, Jonathan Cohen, qui n'est pas l'acteur, parce que quand j'ai vu le nom, oui. je trouvais ça ouf. Et alors je suis allé voir, c'est vachement bien ce qu'il fait d'ailleurs, Ouais. mais ça n'est pas le comédien. C'est ton expert comptable préféré. Exactement. Voilà. Et en vrai, il est passionnant d'ailleurs. Moi, j'ai appris plein de trucs grâce à lui. Et cette année surtout, tu as publié un livre. Alors je vais essayer de le dire en anglais, From Zero to Hero. Et puis la partie suivante, ça me va mieux, bâtir son influence sur les réseaux. Ouais. Déjà, j'ai oublié quoi dans tout ça ? J'ai lancé une boîte avec mon associé et conjoint Arnaud qui n'a pas marché, qui s'appelait Refer à l'époque. On a voulu faire un logiciel marketing et en fait au même moment j'ai voulu lancer Agence Personnelle parce que l'occasion s'est présentée de faire un petit peu naître cette créateur économie dans laquelle on croit très fort tous les deux, c'est-à-dire se dire mais en fait tous les gens qui ont des réseaux sociaux maintenant, c'est des chefs d'entreprise. Un réseau social, ça se monétise à valeur d'or. Donc, comment est-ce qu'on peut aider les gens ? En fait, c'est les nouveaux entrepreneurs, aider les créateurs à développer une audience et la monétiser. Et en fait, il se trouve que j'ai lancé Agence Personnelle vraiment par hasard, par-dessus un projet sur lequel je galérais, parce que pour tous ceux qui nous écoutent, qui se disent « Waouh, quand on entend les pédigrés des autres, on se dit toujours ça nous ramène à tout ce que nous, on n'a pas fait ». Rassurez-vous, il y a un paquet de trucs que j'ai fait qui n'ont pas marché, et notamment Refer, sur lequel du coup, on a levé des fonds, on a voulu développer ce logiciel particulièrement aux États-Unis. Moi, je m'étais toujours dit « Je vais retourner aux US, c'est ma clé de salut ». Et en fait, vous voyez, rien ne s'est passé comme prévu. Refer a été très, très difficile à lancer. À côté de ça, l'agence personnelle m'a explosé dans les mains. Donc, j'ai dit à mon autre associé, le temps qu'on puisse justement se payer sur Refer le premier projet, je lui ai dit, tu veux pas nous donner un coup de main parce qu'agence personnelle explose et on a besoin de gens. Et en fait, au fur et à mesure, il m'a dit, mais je préfère agence personnelle que Refer. Et j'étais là, moi aussi. Donc, dans ces cas-là, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Quand on a plein de projets, il y a aussi des moments où il faut faire des choix, justement. Et c'est des bons choix parce que les projets peuvent renaître aussi de façon protéiforme. Je te raconterai comment finalement on arrive à créer des champs unifiés avec des sociétés qui sont plus là, mais des technologies qu'on récupère, des savoir-faire, des humains qui nous ont marqués. Et en fait, tu perds jamais quand tu fermes une boîte. Et du coup, Refer, tu en as pas parlé et c'est assez malheureux, mais c'est une société qu'on a fermée cette année. Et comme je t'ai dit, rien ne se perd, tout se transforme. Même nos investisseurs ont été transférés dans l'agence personnelle pour pas qu'ils aient fait un mauvais pari ou perdu d'argent. Donc, on a sauvé les meubles comme ça. C'est super intéressant de faire ça parce que c'est rarement le cas, je pense en tout cas, d'avoir, quand on ferme une boîte pour finalement en développer une autre, de transférer les investisseurs pour éviter qu'ils soient sur une perte sèche. Ouais. Je trouve ça super intéressant. C'est quelque chose, tu leur as demandé leur accord, tu en as parlé avec eux, comment ça s'est passé là-dessus ? En fait, avec Arnaud, on a mal vécu le fait que Refer, le produit, a eu beaucoup de retard.
Et donc Arnaud, c'est mon conjoint et c'était le CEO de Refer. Et moi, au moment où je lance Richmaker, je rencontre Arnaud qui a un projet avec une taille de marché plus importante que la mienne. Et du coup, j'automatise tout Richmaker, ma première boîte, et je me mets à fond avec Arnaud sur Refer. Et en fait, très rapidement, on lève des fonds, mais on se rend compte qu'on n'a jamais le produit. On a un gros problème pour trouver l'équipe technique qui nous permet de tester le produit. Donc moi, mon boulot, c'était de créer le contenu et la communauté. Et très rapidement, en fait, je suis en situation d'échec parce que les gens arrivent sur le produit, me disent il y a des bugs, on n'arrive pas à s'inscrire. Et en fait, je cours tout le temps après un produit qui n'arrive pas. Le CEO, pareil, a du mal et du coup, c'est position d'échec aussi. Lui est censé porter la vision d'un produit qu'on ne peut jamais tester, faire tester et prouver. Et du coup, en fait, on est tous les deux dans une souffrance, tu vois, en termes de santé mentale. Quand tu as un projet comme ça qui pendant 1 an, alors que plein d'autres trucs marchent à côté, tu sais, c'est un peu ton... Comment on dit ? C'est pas le pigeon mort, mais c'est le projet qui a l'œil un peu. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le mouton noir. En fait, c'est ce projet où tu te dis, mais... tout marche sauf ça, il n'y a rien qui marche sur lui, un peu comme quand tu as une relation difficile avec quelqu'un, tu sais, finalement tu te dis c'est fou, cette personne, quoi que je lui dise, ça marche pas. Et bien là c'est pareil avec cette boîte, on avait beau tout essayer, ça marchait pas. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que quand Arnaud a pris la décision difficile, le CEO, de fermer la boîte, il s'est rendu compte qu'on avait tous levé de l'argent, particulièrement moi, du coup qui avait été un peu la figure de proue sur les réseaux sociaux, de dire on lève des fonds, tout ça. Ça m'a mis beaucoup dans l'embarras de faire mes Refer, surtout qu'à côté de ça, on lance un truc qui cartonne. Et du coup, on s'est tout de suite dit, ça a été pour Arnaud une évidence. Il a dit, écoute Caro, moi mon projet a pas marché. On a gagné la confiance de personne. À côté de ça, toi, tu as créé un truc qui marchait, tu m'as invité dans ce projet. Et ben Arnaud a pris sur ses parts pour du coup inviter les investisseurs qui nous avaient soutenus, parce qu'évidemment, il y a un investisseur qui nous a fait un truc, je savais même pas que c'était possible. En fait, il nous a dit qu'il allait porter plainte contre nous. Il m'a demandé de le rembourser, parce que moi, du coup, j'étais associée dans Refer, sur lequel je n'ai pas gagné d'argent pendant 2 ans, mais 0 €. J'étais en fait 100% sur de l'equity, donc j'avais 20% de la boîte, mais j'étais pas payée. Et du coup, cet investisseur a dit, mais Caroline Mignot, elle a plein d'argent, et a commencé à me harceler sur mon numéro de téléphone privé pour que je lui rende l'argent avec mon perso, avec mes revenus personnels. Et tu vois, en fait, on est tombé, c'est juste pour te dire, tu vois, de l'extérieur, on s'imagine pas. Derrière ce pédigré, tous les trucs qui n'ont pas marché, toutes les souffrances qu'il y a eu, les soirées où tu as la boule au ventre, les altercations avec des personnes à qui tu as l'impression de faire tout pour les contenter, et en fait c'est jamais assez. Et du coup voilà, on a eu un entrepreneur qui était un très bon ami d'Arnaud, qui a pété les plombs en perdant ses 20 000 €, qui n'a pas voulu du coup des parts dans l'agence personnelle, ce qui est aberrant parce que ça cartonne, et qui nous a dit, il nous a menacé de tout, donc moi harcèlement pour le rembourser en perso, il a dit à Arnaud qu'il allait sur les réseaux sociaux dire des choses terribles sur lui, dingue. Ça a été, ça l'est encore, c'est très compliqué de fermer une boîte moralement, et du coup pour être transparente avec toi, nous déjà en fait le fait d'avoir fait ça, on s'est dit on préserve la relation, ce qui est le plus important avec les investisseurs. C'est pas combien ils ont mis, c'est pas leur ticket. Ça, c'est bien pour le développement de ta boîte, mais pour ton développement futur à toi, c'est d'abord ta réputation. Donc, il faut préserver cette relation, et c'est pour ça qu'on a fait ça. Même si, comme tu vois, on fait jamais les choses parfaitement, c'est parfois jamais assez. Non, mais on peut jamais faire les choses parfaitement, mais c'est intéressant parce que ce que tu leur as proposé à tes investisseurs, moi déjà je trouve ça complètement fair, parce que tu n'étais pas du tout obligé de le faire. Ouais, c'est Arnaud qui l'a fait, pour être transparente aussi. C'est Arnaud, du coup, le CEO, qui a dit je pars, mais dans mes parts dans la nouvelle boîte, j'offre, je transfère. Ouais, mais c'est super. Enfin, franchement, moi je trouve ça ultra éthique, pas du tout obligatoire, donc vachement bien du coup à vous deux, en l'occurrence peut-être à Arnaud de l'avoir fait. Et puis, du côté de cet investisseur qui l'a mal pris, je pense que là c'est une question d'ego, un truc comme ça, et je trouve que ça dit quelque chose aussi sur l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un moment où il faut se dire, en fait on fait tous des erreurs, peut-être que lui c'était qu'il voulait pas avoir fait l'erreur d'avoir investi dans le mauvais cheval. T'es trop fort, tu devrais faire du coaching et un podcast. Non mais tu vois, il y a un truc comme ça à un moment donné, il faut mettre son ego de côté, je pense, dans l'entrepreneuriat, réussir à avancer, se questionner, etc. Et je trouve que c'est une force, quelque chose qui nous permet d'avancer aussi.
On le voit un peu, et là c'est marrant, pour moi ça fait l'inverse d'une phrase que je dis souvent, qui est qu'un investisseur, il investit autant dans une entreprise que dans un entrepreneur. Et là c'est un peu finalement ce que vous avez fait, vous avez misé à la fois sur l'argent de vos investisseurs, mais aussi sur leur personnalité, parce que vous les avez emmenés après sans leur demander plus d'argent, ce qui est, je pense, complètement... Enfin, je crois pas avoir déjà entendu un truc comme ça, je trouve ça génial. Un de nos investisseurs nous a dit, en fait, vous avez eu des problèmes parce que vous avez été trop gentil. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a ce truc, parfois, il y a ce biais cognitif. Tu sais, en fait, quand tu laisses aux gens pas le choix, tu as moins de problèmes. Il y a beaucoup ça chez les entrepreneurs sur des sujets de recrutement. Plein de fois, j'ai entendu, et c'est marrant, c'est John Cohen notamment que tu as cité tout à l'heure, qui nous avait partagé ça. On fait parfois des immersions avec des créateurs et on faisait un week-end, une villa de créateurs. Et en fait, on discutait de quand tu recrutes quelqu'un et que tu sais, tu lui donnes trop, tout d'un coup, ce sentiment en fait que l'autre personne du coup va se dire tu sais quoi, au lieu de se créer ce biais de réciprocité, il y a une toute petite proportion de personnes qui va se dire ah ouais, ok, c'est un pigeon, yallah, j'y vais, j'abuse. Et il y a un peu ce syndrome du trop gentil quand tu laisses trop le choix aux gens, et parfois ils se disent ok, la voie est libre. Ouais. Alors moi, pour te dire, j'ai été de l'autre côté quand j'ai fait un stage. C'était pas un CDI, etc. Mais je me souviens très bien de ça. J'avais deux maîtres de stage qui, les deux, me reprochaient jamais rien, me laissaient complètement libre. Et en fait, petit à petit, sans vraiment m'en rendre compte, j'avoue que je foutais plus grand-chose. Franchement, j'étais dans les relations fraises d'un grand groupe. Et j'avoue que je me laissais un peu chill, quoi. Et en fait, il y a une fois... Mais il te donnait pas d'objectif aussi, c'est pas pour te défendre, mais en fait, il y a une différence entre être laxiste et laisser de la liberté. Est-ce qu'il te donnait suffisamment d'objectifs pour te stimuler aussi, c'est ça? Je pense que ça manquait un peu de suivi. Moi, c'était ma première expérience en relations presse, etc. Donc, j'avoue qu'effectivement, j'étais pas rodé. C'était un univers du tourisme que je connaissais mal en plus. Donc, je découvrais tout. Pas peu d'accompagnement parce qu'elle me disait comment il fallait faire, etc. Mais effectivement, je sais plus, c'était des objectifs ou pas, ça commence à dater un peu. Mais surtout, ce dont je me souviens, c'est qu'il y a un moment, et c'était peut-être un mois avant la fin du stage, où pour le coup, la directrice du service m'a pris entre quatre yeux et m'a dit bon, écoute, là vraiment, écoute, on n'en peut plus, quoi. Faut vraiment que tu te bouges. Et elle m'a dit le dernier jour, elle m'a dit mais en fait, j'aurais dû faire ça bien plus tôt. Derrière, t'as été nickel, tout était parfait, etc. C'est intéressant. Moi, je suis comme toi, j'ai besoin de cadre par contre. J'ai besoin de cadre et j'ai besoin d'un incentive, comme on dit chez les anglo-saxons, c'est-à-dire une motivation, une carotte. Et j'ai toujours été comme ça. J'étais très très bonne élève quand j'étais dans des usines à travailler, et moi tu me mettais à la fac, je faisais plus rien. J'ai passé mes années de fac à Fac Annexe, ça c'était le nom du bar à côté où je buvais des bières à partir de 14h, quoi. Donc c'est drôle, faut apprendre aussi à se connaître, et même en tant qu'entrepreneur, c'est comment est-ce que tu fais derrière pour te trouver des garde-fous. Moi notamment, c'est pour ça que j'adore avoir des associés, c'est que je travaille beaucoup avec la pression des pairs. Finalement, si je suis toute seule, moi je suis une vraie paresseuse, hein. Tu me laisses toute seule sans objectif sur une boîte où il n'y a personne pour me regarder, je peux rien foutre pendant des jours et des jours. Mais justement, c'est une question que j'allais te poser, c'est comment est-ce que toi tu te motives là-dessus, mais surtout comment est-ce que tu t'organises sur tout ce que tu fais, parce que entre la création de contenu, donc le podcast, LinkedIn, Instagram, l'écriture de ton livre, la gestion de tes formations, la gestion de tes sociétés, etc. Comment est-ce que tu organises tout ça? Est-ce que tu as une assistante qui te dit aujourd'hui tu vas bosser là-dessus et tu n'as pas le choix? Comment tu gères ça? Alors, c'est pas mon assistante qui me dit tu vas bosser là-dessus, t'as pas le choix. Sinon, je pense que je serais vraiment dans la sauce. C'est vraiment à vous de créer un business qui vous ressemble. C'est comme ça que vous allez pouvoir tenir sur la durée. Maintenant, il faut comprendre vos zones de productivité et vos zones de génie et faire en sorte de réorganiser toute votre activité en fonction. Je te donne un exemple. Quand tu fais plusieurs business à la fois, il faut bien schématiser les choses pour déjà créer ce qu'on appelle la Disney Map, c'est-à-dire les points de synergie entre tous tes business. Il faut qu'à chaque fois que tu lances un nouveau business ou une nouvelle activité, quelque part, ça ait un lien, ça crée un effet en fait vase communicant avec une autre de tes activités. Donc ça, c'est la première chose, c'est plusieurs business à la fois, oui, mais trouver bien les points de jonction entre ces business. Parce que ça va permettre qu'au final, vous alliez plus vite dans tous vos business. Et en fait, un business en sert un autre et du coup, vous avancez toujours dans la même direction. Versus
si vous n'avez pas de Disney Map et que vous n'avez pas bien réalisé ou organisé les synergies entre ces business, en fait, parfois, c'est carrément l'inverse. Il y a un business qui travaille contre l'autre. Et c'est là où on est le cul entre deux chaises, pardonne-moi l'expression, et que potentiellement, ça ne se passe pas bien. Ensuite, ma semaine, elle est organisée en fonction de cette Disney Map et de ce qui est le plus important pour moi dans mes business. Le lundi, tous les lundis, c'est des rendez-vous avec des humains. Parce que j'ai passé mon week-end, je suis hyper énergisée, j'ai hâte de recommencer la semaine. Bon, ça, c'est si vous avez la chance d'avoir un job que vous aimez. Oui. Si vous n'avez pas encore un job que vous aimez, faites un job que vous aimez parce que vous allez tenir beaucoup plus longtemps. Mais pour le coup, tous les lundis, je parle aux gens de mon équipe et j'ai aussi les réunions stratégiques. J'ai toujours un peu des gros projets qui sont tombés. Là, par exemple, c'est hyper excitant, je suis en train de travailler sur l'employee advocacy. Donc, comment est-ce que les top leaders de Chanel travaillent et communiquent sur LinkedIn. Trop bien. Pour mettre en scène leur expertise, tout ça. Excellent. Donc, typiquement, ça, ce genre de projet, je ne peux pas les déléguer à une chef de projet. Je veux être en lien direct avec le client. C'est vraiment des liens sur lesquels il faut parier. Donc, tu ne peux pas mettre un tiers. Je t'en parlerai après. Il y a plein de choses où je mets des tiers pour pouvoir déléguer. Mais le lundi, du coup, c'est mon équipe et des réunions hautement stratégiques avec des boîtes où je sais que potentiellement, on va avoir des relations longue durée et elles vont m'aider à atteindre l'étape d'après. Le mardi, à chaque fois, c'est interview et tout ce qui est shooting. Là, je fais toutes mes relations publiques, justement, ton ancien environnement. Il faut savoir que ça, le mardi en général, c'est toujours dédié un peu à mon projet du trimestre. En ce moment, mon projet du trimestre, c'est que je suis en promo pour mon livre qui est sorti du coup cet été en plein JO. Évidemment, je vous avais dit, dans ma vie, il ne se passe jamais rien comme il faut. Donc, mon livre est sorti pas du tout au moment où il fallait sortir un livre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, évidemment, juillet, août, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, j'ai commencé un peu la promo de mon livre pour de vrai en septembre. Donc là, je suis encore en promo de mon livre jusqu'en décembre. Ça veut dire que tous les mardis, j'ai pris une agence de relations publiques et tous les mardis, en fait, je suis leur pantin. Je vais là où ils m'invitent, je fais toutes les interviews qu'il faut faire, je fais ma bonne élève. Donc il y a quand même à un moment donné au moins une journée où on te dit ce que tu vas faire et tu n'as pas le choix. Ouais, tous les mardis, c'est RP. C'est des contenus sur lesquels je suis invitée. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez le lien entre la façon dont j'organise mon travail et ma vie privée. C'est qu'en fait, au lieu de faire du multitâche tout le temps et de m'épuiser du genre, j'enchaîne un consulting avec un épisode de podcast et après, je vais tourner chez quelqu'un d'autre. Et en fait... on perd une énergie folle et une logistique folle. En fait, il y a une journée le mardi, j'appelle ça la journée du shampoing. C'est le lundi soir, je fais mon shampoing parce que le mardi, je dois être parfaitement maquillée, bien coiffée et j'enchaîne et j'ai mes 5 tenues sur le dos. Je change de tenue à chaque fois. Donc en fait, tu vois, tout est processisé. Ouais. Ça peut faire peur de l'extérieur, mais en fait, les process sont là pour t'amener une grande liberté. Ouais, parce qu'une fois que j'ai fait ça le mardi, en fait... derrière, je fais ce que je veux. Ouais. Et du coup, mon cerveau n'est pas en train de s'épuiser à passer d'une tâche à l'autre. Le mercredi... Je précise quand même, on tourne un vendredi et tu as les cheveux très propres. Ah, mais parce que je vais te raconter ce que je fais le vendredi. Comme ça, on tease un peu. Exactement. Le mercredi, c'est mon Maker Day. Le Maker Day, c'est un jour où je fais quelque chose. Et du coup, c'est toujours des tâches créatives. Mes tâches créatives, je ne peux pas les faire entre 11h30 et 12h45. J'ai besoin, mon cerveau, il a besoin de se perdre, il a besoin de lire un livre. C'est une journée où je fais toujours des choses hyper différentes. Mais en fait, là, en ce moment, par exemple, je travaille sur un TED. Okay, tu dois connaître ça. Donc en fait, les Maker Day, souvent c'est demi-journée, c'est qu'est-ce que je vais raconter dans mon TED, je travaille la structure et en fait, je me pose dans un café, je me fais un kiff, je vais dans un endroit où je vais pas d'habitude. C'est un exemple tout bête moi que j'ai pour ma créativité. Et en fait, je regarde ce qui se passe et j'écris. L'après-midi, je fais mes contenus parce que c'est là où vous voyez, c'est un système en fait mon agenda. Le jeudi, c'est ma journée où je fais tous mes contenus. Donc là, je loue mon studio qui est aussi l'agence personnelle, dans ma Disney Map. Donc, je loue mon studio tous les jeudis, il est à moi pour faire mes propres contenus. Donc, c'est une journée où je bombarde, je fais 3 tournages et un live le midi. Oui. Comme ça, pareil, en plus, je rentabilise. Donc, l'idée, c'est que comme j'ai la journée d'avant, Maker Day, créativité, j'arrive le jeudi
et je suis à bloc parce que j'ai la tête fraîche d'avoir lu des choses, d'avoir écouté des speeches qui m'inspiraient, fait des choses pour moi. Peut-être que je suis allée passer 2 heures dans un spa et que du coup j'ai décompressé. En fait, j'arrive le jeudi et c'est ma journée contenue et du coup là je fais encore une fois pas d'une tâche à l'autre. Je suis dans le flow de là je dois envoyer du lourd. Pareil, j'ai mes tenues, je suis apprêtée, je suis prête à être dans le process d'accueillir mon invité. Et en fait, c'est hyper facile quand tu fais la même chose toute la journée. Tu crées une habitude. Et l'habitude, elle ne nous fatigue pas. C'est pour ça qu'il faut la créer. Dernière chose. Juste une question. Sur le mercredi, en fait, le mercredi après-midi, c'est quoi? Tu prépares, tu rédiges des contenus que tu vas tourner le lendemain, etc. Ou c'est juste tu t'aères l'esprit et tu t'ouvres à plein de choses? Je m'aère l'esprit et je m'ouvre à plein de choses. Et il n'y a pas, en fait, le mercredi, ce qui est important, mon Maker Day, c'est une journée où je fais des choses qui me servent, qui sont importantes pour moi. Donc là, je te dis, en ce moment, je vais consacrer des matinées à mes TED, par exemple. Il y a des matinées où, en fait, je fais la grasse matinée parce que j'ai besoin de dormir, parce que, tu vois, et que, en fait, si je dors 10 heures, derrière, je suis beaucoup plus dedans. Ça va décaper. Ce qui est important, c'est que j'ai une journée sur laquelle il n'y a aucun meeting, il n'y a rien, sauf peut-être un rendez-vous médical de temps en temps. Mais mon Maker Day, c'est un jour où je prépare mes contenus du lendemain. Parce que le lendemain, j'ai mes 4 interviews et je veux pouvoir traîner en me disant, ah bah tiens, demain, j'ai Jean Corentin, je veux pouvoir me dire bah tiens, je vais écouter un podcast de Jean Co qui fait 40 minutes, je veux pas regarder ma montre, je veux pas interrompre les choses, je veux être dedans en écoute active. Ok, trop bien. Et le vendredi, du coup, j'alterne entre du consulting. Donc, le matin, je fais mes hotlines. Donc, c'est des consultings individuels, principalement sur le positionnement. Donc, c'est flash consulting pendant 30 minutes. Je te refais ton positionnement. Et j'ai plein de thématiques un peu différentes. Là, j'avais par exemple une podcasteuse qui a le client podcast. Elle s'appelle Marine Deck. Et Marine, en fait, elle veut sponsoriser son podcast. Et du coup, on fait ensemble son deck avec ses offres pour que je lui explique comment est-ce qu'on peut monétiser un post LinkedIn. Ça. Donc, à chaque fois, j'ai des créateurs ou des entrepreneurs qui viennent me voir sur une problématique marketing précise et qu'on descend en 30 minutes. Ok, excellent. Donc le matin, c'est consulting. Et comme le matin, j'ai travaillé, j'ai acheté mon temps libre, et ben l'après-midi, c'est Giving Friday. Et je ne fais que des choses qui me font kiffer sans aucun ROI attendu pour les autres. Donc voilà, je fais après toi, je fais le podcast de Déborah Donnier. Je vais filer un coup de main à une copine qui a besoin d'un truc pour sa marque de vêtements. C'est une journée en fait où je fais des choses pour les autres. Ok, ça fait un bon programme sur la semaine. C'est marrant, moi j'ai quelque chose d'assez proche, mais sur la journée. Ah, j'adore, dis-moi. Alors moi, tu bosses qu'une journée par semaine? Non, oh, j'aimerais bien. Non, ma femme aimerait bien que même j'arrête de bosser les week-ends, tu vois. Donc non, en gros, moi je me lève le matin, c'est sport le matin, direct. Ok, quoi comme sport? Je vais à la salle. Okay. Je fais en gros, et je fais juste 30 minutes en gros, la salle est à 10 minutes. 10 minutes, je fais un jour muscu, un jour course, mais comme ça, c'est à peu près 30 minutes tous les jours. À quelle heure? À 6h, je suis à la salle, je fais l'ouverture. Oh, j'étais sûre qu'il allait nous sortir une routine de millionnaire comme ça. Mais je suis pas encore millionnaire. J'aimerais bien. Bah, ça ne saurait tarder. Ça fait combien de temps que tu fais 6h du matin? 6h du matin, ça fait longtemps. Mais en fait, de base, je suis ultra. Enfin, j'étais pas quand j'étais étudiant, tu vois, mais parce que je terminais ma soirée à 6h du matin. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus. J'ai inversé le process. Ouais, il y a eu un shadow Jean Co. Exactement, ouais. J'ai un pote avec qui j'étais. On s'est beaucoup. Enfin, ouais, on sortait souvent ensemble, on se voyait souvent pendant les études. On s'est un peu perdu de vue. Il est parti vivre en Chine. Il est revenu il y a même pas un an. On s'est vu, il m'a dit, mec, t'es plus du tout le même homme. Ça n'a rien à voir. J'ai dit, je le prends comme un compliment. T'as inversé ton chronotype. Avant, t'étais du soir. Maintenant, du coup, t'es devenu du matin. Exactement. Et donc, ouais, je fais 30 minutes de sport. Je rentre 30 minutes de lecture en prenant un thé tranquille. Ah ouais. Okay. J'enchaîne LinkedIn pendant à peu près 3 quarts d'heure. Ok. Ensuite, le matin, je fais que de la création. Donc là, YouTube, LinkedIn, podcast, etc. Fin de matinée, à peu près une demi-heure de formation, où je suis une formation, soit une vidéo YouTube, soit une formation que j'ai achetée. Tous les jours, tu te formes? Ouais. Mais tu vois, 20-30 minutes, pas longtemps, tu vois, mais au moins j'ai avancé un peu tous les jours. Ensuite, je bouffe, je me fais une sieste de 15 minutes. Bah, tu vois, j'ai une réaction de. Tu m'as complètement. Il m'a développé une réaction épidermique. Ouais, je suis envieuse de ta routine. Hein. C'est hyper bien organisé. Et donc 15 minutes de sieste. Ensuite, je fais à peu près
30 minutes où je vais répondre à mes messages, mes mails, messages LinkedIn, etc. Ok. 3/4 d'heure administratif, les trucs chiants, les trucs qui m'emmerdent. Je sais même pas comment tu retiens par cœur ces tranches, 3/4 d'heure de ceci, c'est ouf que tu arrives à fragmenter comme ça. Ah, parce que je le fais depuis longtemps maintenant. Ok. Et c'est un système qui me plaît. C'est la méthode Pomodoro made in Janko, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'est en gros, je sais que je suis plus créatif le matin. L'après-midi, je suis plus mou. Ouais. Et donc, déjà, 0 rendez-vous le matin. Je prends que des rendez-vous avec mes clients, avec des prospects, etc., que l'après-midi. Ok. Parce que le fait d'être avec des gens, ça me booste. Donc, j'ai pas besoin d'être dans une énergie mentale maximum. Le fait d'être avec quelqu'un va me booster. Ouais. Et c'est là où, si j'ai pas de rendez-vous, je vais travailler sur ma gestion de projet, développer des projets. Là, tu vois, en ce moment, je suis en train de préparer une nouvelle offre, ou bien j'avance, je suis en train de réfléchir à un projet de livre, etc. Et ça, c'est l'après-midi. Et fin de journée, 15 minutes où je prépare ma journée du lendemain pour détailler le programme. C'est ouf parce que tu vois, c'est trop intéressant pour les auditeurs. On est les opposés. Ouais. Moi, typiquement, je mets exprès des rendez-vous tôt le matin avec des humains pour me tirer du lit. Parce que moi, si tu me dis t'as la matinée de libre, tu sais où me trouver. Je suis en train de buller. Et du coup, je fais exprès de me confronter, tu vois, un peu comme mon lundi matin. Lundi, c'est le jour des humains. Parce qu'en fait, si j'ai pas la pression de quelqu'un d'autre, moi, c'est sûr que je fais rien. Donc, si je me mets mes matinées de libre, c'est grâce Matt. Donc, c'est intéressant de comprendre comment il faut se connaître et il faut créer son business en fonction de soi. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. C'est agir en fonction de son fonctionnement. Et pas se forcer, pas se dire. Moi, c'est pas parce que j'ai lu le Miracle Morning ou quoi que je me suis mis à faire ça. Ah, tu l'as lu quand même. Alors, je l'ai même pas lu. J'ai lu le résumé. La 4e de couve. Exactement, c'était suffisant. En vrai, comme dans la moitié des livres américains, il y a tout dans la 4e. Ouais, c'est clair. Il y a les résumés de livres aussi, c'est pas mal. Exactement. Headway, je crois. Moi, j'écoutais un truc, ça s'appelait Headway. C'était pas mal. Mais après, moi, j'aime bien, dans la lecture, j'aime bien m'évader aussi. Et justement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est parfois toutes les anecdotes qu'il y a autour. Alors, je connais pas ce livre-là en particulier. J'ai une copine d'ailleurs dont j'adore me foutre en ce moment parce qu'elle lit un livre qui s'appelle L'autoroute du millionnaire. Qu'est-ce que c'est que ces titres? Mais moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans la lecture, c'est aussi me nourrir des anecdotes. Et j'adore les résumés de bouquins, j'adore les 4e de couverture et j'ai la passion du snack content, sinon j'aurais pas fait Marketing Square. Mais la ressource fondamentale d'un livre, au final, c'est rarement les apprentissages. C'est plutôt ce qui va nourrir, en tout cas, ma création de contenu. Ça va être beaucoup les anecdotes. Ouais. Là, en ce moment, par exemple, je lis un livre sur la culture d'entreprise. C'est Netflix. Ah ouais. C'est le livre de Netflix par Reed Hastings. Et donc, ça s'appelle Une règle, pas de règle. Et en fait, là, tout est dit dans le titre. Là, c'est même pas la 4e de couve qu'il faut que tu lis. C'est le titre, en fait, dit la culture Netflix et ils mettent pas de règles. Mais en fait, tout ce qui est intéressant, c'est le cheminement et c'est le temps long du livre où ils te racontent les anecdotes avec les employés, les différents tests qu'ils ont fait en mettant les congés illimités ou pas, ou comment ils cadraient les expenses en entreprise. C'est le truc qui fait pas lire les managers. Comment est-ce que tu manages ça? Et en fait, ce temps long, tu vois, avec les anecdotes et tout, je me dis c'est 1000 fois plus enrichissant pour notre créativité que l'enseignement que souvent on connaît. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, si celui-ci te plaît, je ne sais pas si tu l'as lu, mais il faut absolument que tu lises Creativity Inc. C'est sur Pixar. C'est l'équivalent, mais sur Pixar. Ah, j'ai trop. Alors là, ok. C'est une bombe, ce livre. Génial. C'est incroyable. Ils expliquent tout leur modèle, tout leur process créatif, comment c'est né, comment ils ont réussi à développer les trucs, les projets, etc. Toutes les galères qu'ils ont pu rencontrer. C'est incroyable. Ce livre, si tu as aimé celui sur Netflix, tu vas adorer celui-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite publicité. Tu m'autorises? Bien sûr. J'étais en train d'y penser parce que Netflix, je le lis en livre audio et ils viennent de sortir Spotify, du coup, sur les livres audio. Et tous ceux qui ont un abonnement premium peuvent accéder au livre audio. Et du coup, tu peux lire, pour ceux qui hésitaient à commander mon livre, vous pouvez écouter en livre audio lu par moi From Zero to Hero. Il est dispo gratuitement sur Spotify. Je trouve que c'est un game changer. J'étais trop contente qu'ils fassent ça. Et je me dis, c'est trop bien parce que pour le prix de ton abonnement Spotify, et moi, tous les gens autour de moi sont abonnés, tu peux accéder à plein de livres. Et moi, ça m'a fait doubler ma consommation de lecture. Et puis, je vais même doubler la publicité. Allez, il y a le tien aussi. Non, pas du tout. Non, mais pour toi, c'est justement, faites les deux. Écoutez-le et lisez-le en papier en même temps. C'est bien pour la mémorisation. C'est un truc que je fais très souvent. Je prends le bouquin écrit, je vais choper le truc audio et j'écoute en même temps que je lis. Mais dans le mien, il y a des exercices en plus. Il y a plein de gens qui m'écrivent du livre audio en me disant on n'a pas les exercices, on n'a pas le fichier PDF et on n'en a pas fait. Parce que le livre audio, pour vous raconter le dessous de l'iceberg, c'est qu'en fait, on m'a appelé à l'arrache juste après la sortie du livre en me disant est-ce que tu peux venir 48 heures sur Bordeaux pour faire ton livre audio? Et du coup, je suis allée dans une salle où je suis restée 16 heures en tout sur 2 jours à
à enregistrer dans une petite boîte couverte de coquilles d'œufs, parce que pour l'insonorisation, c'était une expérience traumatisante, mais par contre hyper intéressante. Et du coup, voilà, on n'a pas fait de PDF, c'est pas un pur produit marketing, mais pour le coup, c'est gratuit. Vous pouvez y accéder sur Spotify, et je trouve ça génial. Et vous pouvez aussi accéder à ce livre sur Netflix qui est hyper bien narré. Et je trouve que les livres audio, c'est un hack de fou pour tous ceux qui sont fatigués à la fin de la journée et qui voient plus trop bien, qui arrivent plus très bien à lire. C'est pour ça que moi je le fais, je lis plutôt le matin, mais effectivement j'écoute pas mal des podcasts, des trucs comme ça l'après-midi ou des livres audio en faisant du sport, en faisant autre chose. J'adore ça, presque plus que de la musique. Mais là, honnêtement, moi je me ruinais sur Audible qui coûte 10 € par livre audio. Ouais. Et quand j'ai vu Spotify sortir la bibliothèque qu'ils ont, bon j'arrête cette pub, mais je suis hyper contente. Excellent. Alors moi justement pour prolonger un peu sur ces histoires de programme, parce qu'on le voit quand même, tu as un programme qui est bien chargé. Et alors vous pouvez me suivre sur LinkedIn puisque j'annonce à chaque fois les invités et j'ai proposé aux gens de poser des questions. Et il y a Jeanne Maréchal. Alors Jeanne Maréchal déjà elle est incroyable. Je l'adore, c'est un petit amour. Je l'ai rencontrée en séance dédicace là il y a pas longtemps. Ah ouais, trop bien. Et elle rayonne tellement qu'il y avait une petite queue et je sais pas, elle était au fond. Et je l'ai vu arriver, et c'est le pouvoir, tu sais, en prise de parole, on appelle ça parfois l'aura, c'est un peu comme de la sorcellerie, il y a des gens qui arrivent et qui ont tellement une bonne attitude. Elle est hyper solaire, cette fille, elle me subjugue. Elle est incroyable, alors elle est en équipe de France d'escrime, enfin elle a un parcours de dingue, à côté elle a sa boîte qu'elle est en train de monter avec une autre femme de l'équipe de France d'escrime. Elle devient influenceuse aussi, j'ai très envie de la signer chez Agence Personnelle. Ouais, effectivement, c'est vrai que là elle se met de plus en plus sur LinkedIn, etc. Donc je la trouve géniale. Je l'ai coachée un petit peu, on a passé 30 minutes où je l'ai coachée sur un pitch. Ah, je savais pas, c'est donc ça. Non, c'est juste... C'est toi derrière. non, pas du tout, non. les ficelles. Je prends jamais les mérites qui me reviennent pas. Non, j'ai juste passé 30 minutes avec elle sur le fond de son pitch, donc elle était comme ça, au naturel. Mais elle m'a posé une question pour toi que je trouve super intéressante. C'est comment tu gères ton équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que tu as une activité, un truc qui te permet de t'échapper de tout ce que tu fais? Déjà, tous les soirs à 19h, j'ai sport. Quand je te dis qu'on était les opposés, je t'ai pas menti. C'est vraiment, moi, c'est à 19h. En fait, j'arrive pas à couper. J'adore mon boulot. Et c'est vrai que y a un truc qu'il faut comprendre et qui explique pourquoi j'ai pas fait de burn-out. C'est qu'en fait, il y a un truc très méconnu sur le burn-out. Le burn-out, c'est pas trop travailler. Le burn-out, c'est quand tu travailles trop pour pas d'objectif. C'est-à-dire que tu te reconnais pas dans le sens de ce que tu fais. Tu te dis, à quoi bon? En fait, même travailler 1 minute, c'est épuisant. Moi, j'ai fait des tafs qui m'ont épuisée, où je terminais à 16h. Mais en fait, à 17h30, j'étais déjà partie dans ma tête en train de me dire, qu'est-ce que je peux bien faire pour faire passer le temps? Un peu comme toi dans ton stage DRP. Donc, en fait... moi, j'aime profondément ce que je fais, et si demain je ne gagnais plus ma vie, je ferais la même chose. Oui. C'est-à-dire que c'est ma passion pour moi, de la façon dont j'ai organisé ma semaine, fait que ça va durer, parce que c'est que des choses que j'aime faire avec le rythme auquel mon corps peut tenir. Oui. Donc, j'organise ma vie pro et ma vie perso en mettant un stop à 19h, parce que sinon je peux bosser non-stop tellement j'aime ce que je fais. Donc à 19h, autant j'ai du mal à me lever le matin si j'ai pas un humain pour me sortir du lit, autant à 19h j'ai du mal à m'arrêter, et donc là j'ai sport. Et après, pratiquement tous les soirs, je fais quelque chose. Je suis belle-mère, donc quand on a la garde alternée des enfants, j'essaye à tout prix d'avoir au moins dans la semaine 2 repas avec les enfants. Ok. Et quand on n'a pas la garde alternée, là, il y a beaucoup plus de soirs dehors. Et comme toi, je bosse encore beaucoup les week-ends. J'aime pas dire le mot bosser, mais j'optimise. En fait, le week-end, je vais faire que des petites choses qui me plaisent. Tu vois, là, en ce moment, avec Arnaud, on est en train de créer un intercom, donc un chatbot pour nos sites internet. Et en fait, je pense que t'as beau grandir dans ton expertise, il y a toujours un moment où... tu sais, quand t'es manager, parfois t'es frustré parce que tu fais moins ton métier. Et moi, plus le temps passe, moins je fais de marketing. Il n'y a pas longtemps, Arnaud, justement, qui travaille sur les fonctions commerciales de Agence Personnelle, m'a dit « Mais Caro, maintenant, t'es larguée en cold email. » Et il a piqué mon ego, et j'étais là « Mais tu rigoles ou quoi mais attends, t'as acheté tel nombre de noms de domaine ?» Il me dit « Mais t'es à la ramasse maintenant, on est obligé. » Il me dit « Ça fait combien de temps, Caro, que t'as pas fait du cold email ?» Et en fait, c'est vrai que plus le temps passe, plus on a cette frustration que mon père a eu aussi en tant que salarié. Il était photographe, et quand il est devenu manager, il m'a dit « Je touche plus à un appareil photo, je fais moins ce que j'aime faire. » Donc c'est vrai que moi, les week-ends, je travaille. Mes amis parfois me le reprochent, ils me disent « Ah, je vais en week-end avec eux. » Ils me disent « Mais
c'est pas possible. T'es encore à l'ordi ou en train d'écouter ou de lire un livre business. Mais en fait, c'est la partie de moi où je me reconnecte à ce truc que j'aime profondément dans l'opérationnel, tu vois, de refaire un chatbot, découvrir des nouveaux outils. Et ça me semble essentiel. Donc voilà, je me force à décrocher et en même temps, je m'écoute beaucoup. Et quand on a un métier passion, on a beaucoup moins cette problématique d'équilibre en fait. Moi, j'ai jamais fait de burn-out alors que j'ai toujours bossé comme une zinzin. Depuis que j'ai 21 ans, on me prédit que je vais me cramer. Alors, je touche du bois. Peut-être qu'un jour, ils auront raison. Mais quand je suis fatiguée, j'arrête. Et en général, je suis pas fatiguée parce que j'adore. Oui, mais c'est ça. J'ai un peu le même truc. Alors, c'est marrant parce que pour le coup, on termine à la même heure. Moi, c'est pareil. 19h, il faut que ça soit fini. Oui, mais toi, tu as commencé à 6h. Moi, souvenez-vous, mon réveil est 5 minutes avant mon premier meeting. Ah ouais, non, moi, ça non. Non, moi, je me lève et j'ai besoin de bouger. Voilà. Mais non, mais par contre, alors quand je dis je termine à 19h, je suis censé terminer à 19h. Et si à 20h, j'ai pas fini, ma femme vient me chercher par le callback. T'as ton réveil. Parce que moi, il est pareil. Mon associé, c'est mon conjoint. Donc, si on s'arrête pas, on s'arrête pas. C'est ça. Mais parce que je pense qu'effectivement, quand on aime ce qu'on fait et quand on fait ce qu'on aime, la limite, effectivement, elle est pas franchement, elle est pas là parce que se divertir, c'est aussi faire ce qu'on fait, etc. Ouais. Quand je regarde une vidéo YouTube qui m'apprend des choses sur Instagram, sur un truc comme ça, est-ce que je bosse ou pas ? Je saurais pas te dire quoi. Ouais, bien sûr. Donc, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, là, honnêtement, s'il n'y avait pas des micros et des caméras, en fait, on serait en train de boire un café. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est vraiment c'est la chance de l'économie des créateurs et c'est pour ça que j'y crois très fort à cette économie. C'est que je pense que avec les internets, même si vous faites un truc hyper niche où vous dites ça n'intéresse personne, des Scooby-Doo. En fait, à l'ère d'Internet, tu peux vivre de ta passion. Tu peux faire une formation sur le Scooby-Doo, tu peux relancer de nouvelles modes avec le Scooby-Doo, tu peux faire des sacs à main avec des Scooby-Doo. En fait, tu peux tout rendre possible et c'est ça qui me passionne. Ouais, il y a de tout. J'ai vu l'autre jour Blas Clavello qui partageait un spécialiste YouTube qui partageait une vidéo d'un mec qui apprend comment relever une chaise qui est tombée. Et le mec a fait 23 000 vues. On peut tout faire sur YouTube. Et du coup, c'est sponsorisé pour ceux qui nous écoutent qui disent oui, mais il a rien gagné. Soit tu es sponsorisé par exemple, je sais pas, Amword ou Celency ou une marque de mobilier ou du mobilier de location, par exemple, un de mes nouveaux sponsors. Soit, en fait, tu as la publicité automatique qui tourne et du coup, même une vidéo où tu te dis, c'est débile, les vidéos d'humour, par exemple, aujourd'hui, tu peux gagner 10 000 balles par mois sur YouTube en faisant ça. Donc, c'est pas une finalité en soi, le revenu, mais c'est juste pour vous dire, c'est un instrument d'autonomie, en fait. Ouais, et puis, certes, on fait ce qu'on aime, mais c'est pas pour autant qu'on aime ne pas bouffer. Oui, bien donc, sûr. Il faut bien avoir de quoi vivre. Et ça se produit aussi. Ça a un coût pour ceux qui nous écoutent. Oui. Le fait d'être là dans un studio. Après, il y a le montage. Oui. Après le montage, parfois, ça dépend. Mais moi, je fais de l'animation sur mes vidéos YouTube. Donc là, tu multiplies par 2 tes frais de production. Et après, il y a la diffusion. Potentiellement, il y a des gens qui travaillent aussi pour toi pour diffuser tes contenus. Sinon, tu achètes ton temps. Moi, je price une vidéo YouTube. Chez moi, je la price environ 1 100 €. Quand je te dis je la price, c'est le coût pour ma société, c'est 1 100 €. Donc en fait, l'économie des créateurs, c'est un vrai business. Il faut aussi qu'il y ait du ROI et c'est pour ça que les créateurs aujourd'hui, ils doivent penser à gagner de l'argent, sinon ils ne peuvent pas se développer. Ouais, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de moyens de se rémunérer et je pense que clairement, là où tu es, là où moi j'essaye de mettre, etc. Mais en tout cas, toute cette économie-là, effectivement, il y a un boulevard là-dessus, il y a de plus en plus de choses. Et d'ailleurs, je sais pas, toi, tu le timerais à quand un peu le début vraiment de cette économie, en tout cas en France ? En France, je pense que ça a commencé il y a 3 ans. Je pense vraiment qu'il y a eu un après-Covid où les gens se sont dit « Ah, mais en fait, on peut travailler à distance. Ah, mais en fait, et si je me recentrais sur mon savoir-faire au lieu de me définir par mon titre de poste, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de devenir ?» Et l'autre avantage, quand même, qu'on peut vous partager pour ceux qui sont en train de nous écouter et qui se disent « Ah, mais je ne suis pas créateur », c'est à quel point ça peut arriver vite. Je pense que toi et moi, on est témoins en étant dedans, mais de l'extérieur, c'est beaucoup plus nébuleux. À quel point ça va vite. Je vous donne un exemple. Un Enzo Colucci qui avait 5000 abonnés sur Instagram, 3 mois à l'agence personnelle, donc c'est-à-dire 2500 € par mois. Donc tu vois, 8 000 €. Ouais. Aujourd'hui, il a 35 000 abonnés sur Instagram et il commence à monétiser son audience. Et quand je vous dis Instagram, on gère 4 réseaux, donc on a fait grossir aussi son LinkedIn, son TikTok. Ouais. En fait, du jour au lendemain, en 3 mois, quand tu passes de 5 000 à 35 000 et sur LinkedIn, pareil, les mêmes ratios, en fait, tu deviens un créateur, tu a des sponsors, la Marine Deck par exemple, en fait tous ces épisodes maintenant elle est payée 1 000 € pour les faire et elle a une petite audience, mais t'es numéro 1 sur ta catégorie. Toi,
sur la rhétorique, Marine sur l'expérience client. Vous commencez par être numéro 1 dans une niche. Moi, c'était le partenariat. Tu vois à quel point c'est niche. Après, j'ai fait le growth marketing. Après, j'ai fait le marketing. Là, mon étape d'après, c'est vraiment innovation tech, futur du travail. Et en fait, vous allez progresser par paliers. Et c'est hallucinant à quel point c'est une réalité aujourd'hui en très peu de temps. Super intéressant. Je te propose de passer à un autre exercice, les questions de rapidité. Oh waouh, vas-y, j'adore, ça me parle. Alors, les questions de rapidité, tu vas avoir 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Ok. J'ai changé un peu le format par rapport à ce que je faisais avant, pour ceux qui avaient vu les précédents épisodes. Avant, c'était des questions ouvertes. Maintenant, je vais te demander à chaque fois, je vais te laisser 2 choix. Ok, j'adore. Par exemple, rhétorique ou marketing, et tu me dis ce que tu Je vais préfères. pouvoir aller encore plus vite en fait, j'ai même pas besoin de penser. Exactement. Marc Lévy ou Victor Hugo? Marc Lévy. LinkedIn ou Insta? Ah là, c'est là où je vais perdre 1 minute. Caroline, il est 1 minute plus tard. Insta. Je vous expliquerai pourquoi, s'il y a des gens de LinkedIn qui me regardent. On reviendra après sur ça. Vidéo verticale ou podcast? Verticale. Préparation ou improvisation? Improvisation. Xavier Niel ou Bernard Arnault? Xavier Niel. Pitcher des investisseurs ou pitcher un TEDx? Pitcher un TEDx. Netflix and chill ou YouTube and learn? YouTube and learn. Grand public ou niche? Grand public. Qui veut être mon associé ou BFM Business? Qui veut être mon associé? Inoxtag ou Lena Situation? Lena Situation. Frédéric Mazella ou Jean-Pierre Nadir? Ah, ça se fait pas, je les aime les deux. Ah, je peux pas répondre à cette question. Ok. Yomi Denzel ou Oussama Hamar? Oussama Hamar. Ville ou campagne? Ville. Elle est dure celle-là. Elle est dure. Et une petite dernière que j'aime bien. 2 petites dernières que j'aime bien d'ailleurs. J'adore, tu sais que ça m'a saucé tes questions, j'aime tellement jouer. Mais j'adore, là pour le coup, ça je pense que c'est un truc que je vais essayer de changer à chaque fois, de faire vraiment un truc un peu gaming là-dessus, parce que je me marre aussi à le préparer. C'est trop cool. Juste 2 petites dernières, écouter un podcast ou lire un article? Écouter un podcast. J'ai les yeux fatigués. Je consomme beaucoup de formats audio et c'est pour ça que je suis allée vers le podcast. Tu vois, par exemple, les livres, vraiment, 1 livre sur 5, c'est un livre papier. En fait, on m'en envoie beaucoup au studio, donc je lis quand même du livre papier, mais je pense que si je ne les recevais pas autant, c'est-à-dire que les maisons d'édition maintenant distribuent beaucoup via YouTube, et du coup, je reçois 3 ou 4 livres peut-être par jour. Ah oui, donc en fait, j'ai une bibliothèque de ma boule, et c'est à cause de ça que je lis encore des livres papier. Je suis persuadée que sinon, je serais passée 100% en audio, parce qu'on a les yeux fatigués en fait, par l'ordinateur, si tu as des enfants à la maison, tu es tout le temps comme ça, et en fait, à la fin, l'audio, ça me repose. Ouais. Pardon, c'est reparti. Mais tu nous as timé maintenant. Maintenant je time tout. Prise. Vous avez vu, ça rigole pas ici. Alors, juste pour revenir là-dessus, moi, il y a un truc que je fais maintenant, c'est que je lis quasiment tout en liseuse. Ce qui permet d'avoir le texte beaucoup plus gros. C'est trop un truc de daron, ça, les liseuses. Alors peut-être, mais je vais te dire pas du tout. J'ai un de mes neveux, c'est là que je me dis que je suis le moins intellectuel de la famille. Mon neveu de 15 ans a économisé, non pas pour s'acheter une console, mais pour s'acheter une liseuse. Il est chic, Ce gamin est incroyable. C'est très chic, effectivement. Il y a la Remarkable aussi, qui est sympa. Alors ça, je connais pas. En fait, si tu prends beaucoup de notes, par exemple, pour tes épisodes, tout ça, c'est une liseuse, mais qui te permet d'écrire aussi avec la sensation du papier. On utilise beaucoup ça pour les prises de notes, même sur Agence Personnelle, quand on fait les interviews. Tu vois, Clément, il met les timecodes dessus, et c'est génial parce que derrière, tu en fais des PDF, tu les envoies par email, et tu as quand même la sensation d'écrire, parce que quand tu écris, tu intellectualises, alors que quand tu tapes à la machine hyper boomer, ce que j'ai dit. La liseuse, c'est pour les vieux, mais la machine... Ça me rappelle mon ami Maud Grenier il n'y a pas longtemps qui m'a dit tu me feras un autographe. J'étais là mais vraiment je suis mal entourée. Mais donc du coup tout ça pour revenir au fait que Remarkable c'est pas mal pour ceux qui aiment la sensation du papier avec la joie et la praticité de la machine. Trop bien, bah, écoute je regarderai ça. Et la dernière que je voulais te poser aussi c'est France ou USA? Parce que tu as vécu à New York, bien sûr, 8 ans. Maintenant, avec le recul et en étant dans la daronnerie, je dirais France. Ok, ça marche. Alors, tu voulais revenir sur LinkedIn ou Insta. Pourquoi est-ce que... Je crois que tu as répondu, oui, tu as répondu LinkedIn. Ouais. Pourquoi LinkedIn? Alors, déjà, c'est difficile pour moi de me positionner dans ces cas-là, puisque les deux sont mes partenaires.
Je travaille à la fois avec LinkedIn et avec Meta. Donc, c'est comme je quand savais pas que tu... en fait, c'est toujours... mais j'ai la liberté de dire ce que je veux. Mais c'est plutôt un petit peu comme si on te demandait entre deux clients. Imaginez que vos clients vous voient dans une vidéo où vous choisissez entre l'un et l'autre. C'est jamais confortable. Je t'ai clairement mis dans la merde. Je suis désolé, promis, je savais pas avant de poser la question. Mais t'es pas obligé de couper au montage parce qu'en fait, je trouve ça... Maintenant que je l'ai expliqué, je suis à l'aise avec ce choix. En fait, LinkedIn, c'est mon réseau de cœur. C'est le réseau où j'ai le plus de plaisir à aller. C'est là où je trouve le plus d'informations, où je peux faire mon YouTube Unlearn aussi. Mais Instagram, c'est là où j'ai le plus de croissance. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, dans l'économie des créateurs, je dirais que s'il y avait un réseau sur lequel vous deviez parier cette année, et particulièrement si vous êtes dans le B2B, parce que beaucoup me disent non, mais moi, en fait, je suis B2B. En fait, Instagram, c'est hallucinant les opportunités de monétisation que vous allez avoir versus LinkedIn. Sur LinkedIn, tu peux vendre quoi ? Tu peux vendre un post sponsorisé, tu peux vendre un live. Instagram, déjà, tu peux faire une vidéo virale, même sur un compte qui est neuf. Je donne un exemple tout bête, Olivier Mathieu. Le mec est investisseur. On lance son compte de zéro. Première vidéo, il fait 4000 vues. Ouais. Voilà. Sur LinkedIn, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette viralité comme ça, naturelle, même si la vidéo en ce moment sur LinkedIn, c'est un truc de barjo. Donc vraiment, je t'encourage à réessayer les vidéos verticales de 30 secondes sur LinkedIn. Tu vas voir le reach, c'est vraiment... Il y a une double distribution en fait. Maintenant que c'est dans les feeds vidéo, sur tous les mobiles, toutes tes vidéos font au minimum x2. Donc moi, en ce moment, je te donne un exemple, je suis passée de 35 000 à 200 000 sur mon reach moyen de vidéo. Ah ouais. Quand je te dis c'est zinzin, c'est vraiment... double, je ne joue pas ma Marseillaise, je vous donne des vrais datas. Donc, LinkedIn se développe sur la vidéo, mais LinkedIn a beaucoup moins d'options de monétisation versus Instagram, où tu peux vendre une story. Les stories, c'est quand même pas mal parce que ça se vend très bien aux marques. Ça reste que 24 heures, donc ça ne pollue pas en fait votre personal brand. Et du coup, ça permet d'avoir des achats moyens qui sont beaucoup moins élevés. Donc, par exemple, je te donne un exemple. Moi, un post Instagram, c'est 4 900 €. Ok. Un Reels, tout ça. À côté de ça, une story, c'est 850 €. Donc en fait, c'est bien pour les marques parce que ça te fait un petit panier. Donc ce qui est génial, si tu aimes un peu le marketing et si tu aimes bien vendre, c'est qu'avec Instagram, en fait, très rapidement, tu es dans la posture d'un chef d'entreprise qui dit, ok, je peux vendre ça, ça et ça, et tu peux faire différentes offres. Sur LinkedIn, c'est beaucoup plus limité et le reach est en général plus difficile à obtenir que sur Insta. Et une dernière chose pour vous motiver sur Insta cette année, qui est assez méconnue chez les créateurs et qu'on doit tous utiliser à notre profit cette année, Instagram est en train de dévaloriser les abonnés au profit des vues. Ça veut dire que demain, ceux qui vont le mieux marcher sur Insta, donc faire le plus de vues, et c'est ce qu'on nous achète tous, tous les créateurs, et c'est ce qui a le plus de ROI pour vous, que vous soyez entrepreneur ou salarié. Si vous mettez en avant des marques ou la vôtre, c'est important, c'est les vues, la principale métrique. Instagram va déterminer que plus vous réussissez à faire des vues, plus vous aurez des vues. L'ancien système qu'on connaît, c'est plus tu as d'abonnés, plus tu as de vues. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas encore d'audience, vous allez pouvoir vous régaler cette année, donc c'est le moment d'y aller. Ok, trop bien. Alors justement, moi je commençais à réfléchir. Donc, c'est prévu maintenant. Allez, on crée des déclics. Mais particulièrement pour les épisodes vidéo. Tu vois, un podcast comme celui-là, tu le découpes, tu fais des petits extraits de 30 secondes, on se met en cross-post tous les deux et tu vas voir l'impact sur tes stats, c'est invraisemblable. Et alors justement, pour aller un peu sur l'agence personnelle, il y a un truc que j'aime beaucoup moi dans ces vidéos-là, c'est que je trouve que tout est fluide. Les gens, quelles que soient les personnes qui passent, ça fait vraiment une conversation tranquille, etc., comme on est là, mais sur des formats très courts et assez bien construits. C'est quoi le truc pour faire ça ? Comment est-ce que vous fonctionnez là-dessus ? Alors déjà, on fait aucun script. Ok. Donc souvent, nos clients, ils nous demandent, ils disent oui, vous allez m'aider à faire les scripts. Non. Alors on t'aide pas à faire les scripts parce que nous, la condition d'entrée à agence personnelle, on n'est pas une agence de com, on n'est pas une agence de prod, on est une agence de talent. Donc, on ne prend que des gens sur lesquels on parie. Ça veut dire qu'il y a un profil sur 5 environ qui est retenu. Et à côté de ça, on s'en fiche complètement de ce que vous faites dans la vie. Par exemple, on a une nana qui est ingénieure en brevet. On a des gens qui sont sur des micro-niches.
On sait que ça va marcher si derrière, vous arrivez à rendre votre sujet passionnant. Donc, ce qu'on va évaluer, c'est le degré de pédagogie de la personne. Pas sa vidéogénie, pas est-ce qu'elle est habituée à faire des interviews, la pédagogie. Et nous, en fait, à partir du moment où tu es pédagogue, où tu vas pouvoir t'appuyer, où il y a de l'émotion quand tu parles, où tu peux t'appuyer sur des exemples concrets, des cas précis, où tu peux intéresser les gens à ce que tu dis autour d'une table, à la machine à café, on se dit qu'en fait, ces personnes-là, elles ont tout pour réussir sur les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui, en général, on n'a juste pas le temps de se dire une vidéo par jour. Si je te dis que tu dois produire une vidéo par jour, c'est un enfer. Moi, j'aurais jamais réussi à être entrepreneur si je devais produire une vidéo par jour. Ouais. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on t'invite dans une interview qu'on a préparée ensemble sur tes thématiques à toi, mais c'est toi qui as le savoir-faire. Et toutes les personnes qui nous disent « Oui, je voudrais que vous me rendiez expert en vidéo, je voudrais que vous me rendiez expert en crypto », ah non, nous, on ne lance pas des escrocs. Ouais. Nous, en fait, vous avez le savoir-faire, nous allons le faire savoir. C'est vraiment notre promesse. Et du coup, c'est comme ça qu'on travaille avec, comme un espèce de média training. On va vous apprendre à raconter des histoires autour de ce que vous faites et on va vous aider à enlever tous les mots polluants. Tu vois, par exemple, Marine qui arrive en hotline tout à l'heure avec moi, elle me met, les marques viennent lui acheter des vues, elle me met son nombre d'abonnés, son nombre de likes en moyenne. Je lui dis, Marine, on vient pour des vues, c'est le seul indicateur que tu m'as pas mis. Donc, il faut vraiment réussir en fait à avoir quelqu'un qui toujours... Quand toi, tu as le nez dans le guidon et que tu vois pas elephant in the room, tu sais, il y a un éléphant là, mais en fait, il est tellement évident qu'on n'y pense plus à force de le voir. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, on t'aide à vulgariser et il y a zéro script, on te pose des questions, on t'interview et c'est le travail de Clément, ça s'appelle un miroir. Okay. C'est quelqu'un qui est juste là pour te mettre en lumière, donc lui, il est dans l'ombre et on te filme toi en train de répondre à des questions sur lesquelles on s'est dit... Là, Janko, il peut nous apporter un truc, un éclairage intéressant. Et il va te challenger là-dessus. C'est comme un média training, en fait. Ok, excellent. Et alors, autre question, mais très proche sur un autre média, c'est sur le podcast. Ouais. Parce que je pense que c'est une toute autre façon de construire. Notamment là où c'est des interviews. Non, tu as des épisodes solo aussi, pardon. Je sais pas pourquoi je dis ça. Tu as aussi des épisodes solo. Mais justement, comment est-ce que tu construis tout ça sur plusieurs aspects? Parce que déjà, moi, il y a plusieurs choses que je trouve géniales. En fait, c'est premièrement, tes invités, je trouve, sont géniaux. Il va me faire rougir. C'est le but. Ensuite, tu as toujours une énergie dingue. Et le montage aussi, je trouve, est super bien fait. Enfin, je trouve que de A à Z, tout est nickel dans tes podcasts. Et c'est quoi, en fait, le secret derrière ça? Est-ce que tu as une méthode? Comment est-ce que tu conçois tout ça? Alors... Oh, maintenant que tu m'as dit tous ces compliments, j'ose pas lui avouer la vérité. Je lui avoue la vérité ou pas? Je fais rien moi-même. Okay. En fait, j'ai commencé, et je pense que c'est important de commencer à faire tout seul des choses terrifiantes. Du genre, j'ai commencé à faire des lives. Okay. Tu vois, pour me dire, voilà, Caro, faut que tu fasses de la vidéo. Mais j'étais hyper cringe quand je devais faire des vidéos seule. Et du coup, c'est Agence Personnelle qui produit tout. En fait, j'ai créé une Content Factory et en fait, l'histoire d'Agence Personnelle, c'est que je rencontre un mec, Clément, qui est un génie de la vidéo, qui réussit à me faire dire des choses intéressantes alors que moi, je suis TDAH, donc je suis hyperactive et j'ai des troubles de la concentration. Ce qui fait que je passe du coq à l'âne. Là, tu m'as hyper bien cadré et en plus, tes petites fiches me mettent beaucoup de, tu vois, beaucoup de discipline. Mais pour le coup, il faut savoir que moi, si je suis pas cadrée, je pars dans tous les sens, tout ça. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec Clément, qui était tellement sûr de la qualité de ce qu'il allait faire, qu'il m'a fait une offre assez folle. Il m'a dit, écoute, tu as beaucoup de potentiel en vidéo, Caro. Ce que je te propose, c'est que je vais venir chez toi, je vais te faire 20 vidéos en 2 heures, tu n'as rien à préparer. Et derrière, je vais les poster à ta place sur tes réseaux sociaux et je te demande rien en échange. Et là, je reçois ça et je me dis, c'est un scam. Je vois il a fait une vidéo pour un de mes meilleurs potes. J'appelle un de mes meilleurs potes. Il me dit, Caro, ce mec est une bombe. Il m'a fait faire 1 million de vues alors que mes contenus ont toujours fait des flops. S'il te propose ça, c'est un truc de ouf, fais-le. Du coup, Clément est venu dans un appart hyper cringe de transition où je vivais à Barbès. On vivait à 4 dans cet appart qui faisait 65 mètres carrés avec les enfants. Enfin, vraiment, c'était le dawa, cet appart. Et du coup, on est sur un canapé pourri. Si vous scrollez mes vidéos Insta vers le bas, vous allez retrouver parce que c'était la patte Agence Personnelle et c'était déjà des millions de vues, mais avec une mauvaise qualité d'image. Et en fait, il vient. Il me fait faire des millions de vues hyper vite. Tu vois, Instagram, je lui avais dit, je veux pas y aller, ça sert à rien. C'était il y a 1 an et demi.
Pour te dire à quel point, quand je vous dis ça va vite, ça va vite. Aujourd'hui, Instagram, ça me rapporte presque 20 000 balles par mois. Ok. Donc, et c'est un seul de mes canaux. Ouais. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça va vite. Et du coup, il est venu dans ce salon et il m'a fait faire en fait des vidéos. Il avait préparé les sujets par rapport à mes domaines d'expertise, mes zones de génie, ma personnalité. Donc, c'est un peu les 3 piliers qu'on travaille chez Agence Personnelle. Et en fait, il m'a posé les bonnes questions. Et derrière, il a posté à ma place sur les réseaux. J'ai vu les résultats. Mes amis ont vu les résultats, m'ont dit « Qui t'a fait ça ? On veut le contact ». J'ai fait un post LinkedIn en disant je vous recommande Clément. Il habitait à Toulouse. Il m'appelle, il me dit Caro, merci pour le post LinkedIn. Et pour vous dire à quel point ça va vite aussi. Je viens de signer 20 000 balles de CA. Merci. Il n'avait pas beaucoup de clients, tu vois. Il avait commencé à faire ça un peu comme ça. Il voyait qu'il avait du pif, mais il ne savait pas trop quoi faire comme offre. Il me dit, est-ce que je peux venir dans tes studios ? Parce que j'habite à Toulouse, j'ai rien. Et je lui dis, bah oui, fais ça au studio, bien sûr. Et en fait, après, au début, on a fait de l'apport d'affaires. Et après, en fait, j'étais là, mais ça te dit pas, Clément, moi, en fait, ma phobie, c'est que du coup, tu me prennes plus. Et je veux bosser avec toi toute l'année. Et mes potes étaient déjà en train de dire, il me le faut, je le veux là, est-ce que je peux le CDIser ? Et je me suis dit, ouais, il va partir. Et ma leçon d'entrepreneuriat que je peux vous partager aussi, c'est quand un prestat est hyper bon, si vous avez peur de l'avoir contre vous, faites-en un associé. Et je me suis dit, Clément, dans ce que je fais, le personal branding, il a tellement craqué un truc sur comment est-ce que les gens peuvent montrer leur personnalité en vidéo. Je me suis dit, finalement, ça pourrait demain être mon concurrent. Et il est tellement bon que j'ai pas envie de l'avoir en face, je le veux avec moi. Et c'est comme ça qu'on a lancé, Agence Personnelle. Et aujourd'hui, pour rendre à César, Agence Personnelle, mon podcast Marketing Square et tous mes contenus, c'est justement Agence Personnelle. Sur le podcast, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère tes rushs et on te fait des shorts. Okay. Parce que Clément, en fait, sa vraie valeur ajoutée, c'est qu'il est très, très fort pour écouter ce qui se dit et comprendre comment, et ça, tu le comprends dans les tests de QI, par exemple, c'est une compétence qui est évaluée, c'est l'esprit de synthèse. Moi aussi, j'ai ça, et je pense chez beaucoup de créateurs de contenu, ils ont des scores très hauts sur l'esprit de synthèse. Donc, en fait, tu écoutes 1 heure de contenu et tu dis, OK, comme les résumés de livres audio, ça. Et du coup, Clément, il écoute le truc. Et en fait, à la fin, il va te faire 3-4 shorts. Et ces 3-4 shorts, ces reels, ces vidéos courtes, vidéos verticales comme on les appelle, elles vont faire des milliers de vues, et pour pas dire des millions. Dernière petite anecdote que je te partage, parce qu'on parle de millions de vues. Clément m'a fait faire une vidéo à mes tout débuts qui a fait 11 millions de vues sur Instagram, donc sur un seul canal. Elle a fait d'autres millions ailleurs. Là, je l'ai relancée hier. Je serais curieuse d'aller voir donc, la vidéo sur les gentils. Tout à l'heure, quand j'ai regardé, elle était déjà proche du million. Donc on avait passé les 500 000 vues à peu près 10 heures. 10 heures de diffusion, de la diffusion. Donc c'est assez énorme, tu vois, en fait, les vidéos ont aujourd'hui un appel extraordinaire sur les vues, sur le nombre d'abonnés. Tu vois, d'habitude, le matin, je gagne pas 1000 abonnés. En fait, hier, j'ai appuyé sur le bouton et c'est reparti, quoi. Et c'est vraiment et prenez-le vraiment, la vidéo courte pour cette année, c'est un cheval de Troie. C'est vraiment un effet bélier, en fait, quoi que vous essayez de distribuer. Alors pour la vidéo, j'ai pas de réseau ici, donc j'ai pas pu voir combien on était. Elle était à 750 000 en 10 heures de diffusion. Je vous interromps 30 secondes pour vous parler du mégaphone. Le mégaphone, c'est un mail toutes les 2 semaines avec mes actus, des ressources, des conseils, des méthodes pour faire de votre parole une alliée dans votre croissance professionnelle. En bref, la première newsletter dédiée à 100% à la parole des pros et pas aux pros de la parole. C'est aussi 100% gratuit, le lien est dans la description et nous, on reprend. Et d'ailleurs, on va approcher de la fin, mais je voudrais juste qu'on fasse, alors normalement c'est 5 minutes, je vais faire un petit peu plus court, la toute dernière rubrique, l'interview inversée, où normalement c'est 5 minutes, mais du coup je vais te laisser 3 minutes pour me poser tes questions, et j'écoute tes questions, ce que tu veux savoir de moi, de mon activité. Alors justement, ça m'intéresse, qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, de ces audiences que tu crées sur le côté ? Moi je dis toujours, quand tu développes un réseau social ou un canal, c'est un business à part entière. C'est d'ailleurs pour ça que Marketing Square s'appelle Marketing Square. Les secrets du marketing, ma newsletter. J'ai pas tout mis à mon nom parce que je me dis, je fais grandir ces business. Peut-être qu'un jour, je pourrais les revendre. Toi, quelle est ta vision justement dans la créateur économie ? Comment est-ce que tu imagines la suite de la bulle rhétorique ?
Alors en gros, alors déjà, moi il y a un truc, c'est que j'ai ma chaîne YouTube qui pour l'instant s'appelle Aguerre ou Aguerre, Ouais. parce que je l'ai lancée il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Donc déjà, il faut que je la passe sous le nom de la bulle rhétorique. Et mon objectif... Ou de Jean-Corentin Poisson, sans alors, vouloir t'influencer. et ben justement, non, pas forcément. Alors Tu justement, vois ça comme un asset à part. ouais. Ok. En fait, et c'est pour ça que j'ai pas encore changé le nom de ma chaîne YouTube, c'est que je veux voir d'abord si je garde ou pas la bulle rhétorique comme Ok. le nom générique, on va dire, que je vais utiliser. C'est une réflexion que j'ai en ce moment. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est avoir tout un aspect création de contenu qui sera un business entre guillemets à part entière Ouais. et qui éventuellement m'apportera des clients pour l'autre partie qui est formation, coaching, prise de parole, mais d'avoir vraiment en fait 2 business assez séparés qui peut-être pourraient se rassembler sous un seul trust, enfin pas trust, mais une seule holding ou quelque chose comme ça. Mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est d'avoir une partie rémunération, une partie business, Ouais. création de contenu. Tu et une crées partie le formation. média de ta marque. C'est un peu C'est ça. Ouais. vraiment comme ça que tu vois Alors, les choses. Pas que de ma marque, parce qu'en fait, j'interviewe tous mes concurrents dans mon podcast. Donc, Ok. donc d'ailleurs, je parle peu de mes Mais concurrents. l'idée, je c'est parle de peu te de mes pairs, positionner, en tout cas de positionner le média, du coup, c'est la bulle rhétorique, et ta boîte s'appelle comment? Pour l'instant, elle est à mon nom. Pour l'instant, j'ai pas D'accord, de donc nom. c'est ta boîte de consulting, mais du Ouais. coup, pour toi, le média n'a de vertu que de te ramener des leads et de la notoriété. Tu le vois vraiment comme le véhicule, le canal de communication de ta marque. Quand je dis ta brand, c'est Ouais. ton entreprise. Alors actuellement, oui. Ok. Mais justement, ce que je voudrais, c'est que ça soit un générateur de bénéfices, enfin, de revenus en soi. Ce qui n'est pas encore assez le cas actuellement. C'est-à-dire D'avoir, en gros, par la monétisation, par le... D'accord, donc tous tu ces gens-là. voudrais, au contraire, j'avais compris l'inverse. Donc en fait, ce que Ah oui, tu non, ouais. voudrais faire, c'est que le média tourne et devienne une entreprise autonome. Ouais, c'est ça. D'accord, avec peut-être de la monétisation, avec des sponsors qui seraient même en concurrence, pourquoi pas, avec ton activité. Comme moi, par exemple, je te donne un exemple tout bête. Sur Marketing Square, j'ai une agence d'influence qui s'appelle 18h08. Oui. Qui est une agence d'influence, alors que agence personnelle, quelque part, est presque en concurrence avec une agence Ouais, c'est d'influence. ça, ouais. Tu vois, aujourd'hui, on est une agence de talent, donc on est dans certains appels d'offres en concurrence. Ouais, non, Toi, mais c'est tu ça. vois ça aussi comme 2 assets séparés. Ouais, exactement, ouais. Et qu'est-ce que tu as envie d'accomplir à terme? Pourquoi est-ce que tu voudrais être reconnu? Moi, ce que j'aimerais faire, enfin, ce pourquoi j'aimerais être reconnu, c'est d'avoir réussi à porter la prise de parole comme un art à part entière. J'en discutais avec des copains en rigolant l'autre jour, en disant l'objectif final, c'est que je sois admis à l'Académie française, comme il y a eu des auteurs de fiction, des auteurs de trucs qu'on estimait ne pas avoir leur place à l'Académie française, qui y sont allés. Et ben un peu pareil, qu'on mette la prise de parole à l'Académie. Et c'est un peu ça, tu vois, de me dire, voilà, j'aurais participé à ça. Je pense l'avoir fait un peu. J'ai monté une asso il y a un peu plus de 3 ans maintenant, de formateurs professionnels en art oratoire. Donc on est 60 dans l'asso maintenant, que des professionnels de mon domaine. Et ce qui permet déjà d'avoir une structure où on se rassemble. C'est pas du tout un truc business. Il y a un peu d'échange, mais c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est surtout ça, c'est de faire monter notre sujet de la prise de parole. Voilà pour cette réponse. Et alors, justement, quand on parlait de Podcast Magazine tout à l'heure, je te disais à quel point ce magazine qui était là fortuitement, vous voyez le pouvoir de la sérendipité, il a changé ma vie à un moment donné parce que j'avais lancé mon podcast un peu dans mon coin en me disant que ça marcherait pas, en étant franchement pas très soutenue. Et il se trouve que le podcast a été un carton, Marketing Square, et j'ai eu une double page dans ce magazine et ma mère m'a dit waouh, c'est un truc de fou. Au moment où je t'ai parlé de ça, on a parlé de livres et je t'ai dit ah bah il y a pas ton livre sur l'étagère et tu m'as dit non, t'as pas sorti de livre encore. Non, j'ai pas encore sorti le livre. C'est un très bon cheval de Troie, le livre, pour Ouais. ce que tu veux accomplir, justement. Et je pense que ça pourrait vraiment t'aider à te positionner. Et pourquoi pas à rentrer à l'Académie française, c'est le véhicule privilégié. J'essaierai. C'est Alors, mon j'ai petit conseil pour cette année et j'ai des contacts chez des éditeurs si ça peut t'aider. Carrément, bah écoute, on va en discuter. Non, il y a 2 projets de livres. J'en dis pas plus pour le moment, on en reparlera après. Mais j'espère que normalement, vous le saurez dans quelques mois. Appelez-moi Madame Irma. En tout cas, merci Jean-Claude de m'avoir reçu. Et puis pour tous ceux qui nous ont écoutés, vous savez comment lui envoyer un maximum d'amour avec des petites étoiles sur Spotify et Apple Podcast et des petits likes et des commentaires pour nous. Posez-nous des questions, on viendra vous répondre avec grand plaisir. Bah, elle m'a volé tout ce que j'avais à C'est dire. toujours mieux quand c'est les autres qui te recommandent, tu trouves pas? Exactement, c'est beaucoup mieux. Un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu aurais éventuellement une idée d'invité pour un prochain épisode ?
Ah ouais, tu pourrais recevoir Clément. Ouais. Clément, justement, sur la rhétorique. Il est très très bon dans l'art de raconter des histoires. Carrément. Donc je trouve que là, je pense à lui parce que c'est un très bon réalisateur. Donc je me dis c'est le meilleur ami de celui qui prend la parole. Et puis Marine Deck, elle est très très bonne aussi, typiquement sur la prise de parole. Elle est sur des thématiques d'expérience client, tout ça, mais c'est une consoeur, comme on dit chez les podcasteurs. Donc tu choisis l'un ou l'autre. Je peux te faire une mise en relation aussi si tu le souhaites. Excellent, trop bien. Donc, vous avez déjà une petite idée des prochains invités. Et puis pour vous, bien entendu, si vous voulez être sûr de louper les prochains épisodes, pensez à ne pas vous abonner. Merci beaucoup. Encore un grand merci, Caroline. Et à la prochaine. Allez, ciao! Ciao!